Bonjour Morgane, Bonjour Léo. bienvenue dans ce 9e épisode de la séance élevée. Morgane, tu es ma sœur. Oui, C'est vrai. surprenant, t'avais oublié depuis le temps. Tu es ma sœur et tu as choisi comme film But I'm a Cheerleader. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? C'est vrai que depuis que t'as commencé ce projet, déjà merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. Je m'étais toujours dit tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir comme film, et le choix me met toujours dans des marasmes profonds, parce qu'il y a cette idée d'un film que j'aime beaucoup et que j'aurais voulu revoir et discuter. Et bien, je suis quand même contente d'avoir choisi ce film-là que je n'ai pas vu, de le découvrir avec toi. Et pourquoi lui ? Parce que je note plein de recommandations que je chope à droite à gauche dans d'autres podcasts, dans des interviews, dans des bouquins que je peux lire. Tu t'en doutes, souvent toujours très lié au féminisme, mon grand dada, quoi. Et Tu dis ça. Mon petit cheval de bataille, comme si c'était un hobby. Tu sais, il y a des gens qui font de la couture, moi c'est le féminisme. Mais non, c'est un peu... Non, mais c'est un peu plus précis, un peu plus habité que ça, quand même. Et donc, je l'avais noté, je ne sais même plus où est-ce que je l'avais chopé, je me demande si c'était pas Victor Toyon qui en parlait. Et donc, un film des années 90, une satire qui critique les thérapies de conversion, donc complètement homophobe, pour faire changer des enfants ou des jeunes adultes qui partiraient sur le mauvais chemin, comme on dit, et qui prend quand même les codes teenage, des films américains, lycéens, pom-pom girl, etc. Donc j'en sais pas plus. Ouais, moi de ce que j'ai vu, c'est le premier film de, je crois qu'elle s'appelle Jamie Foster, une des premières réalisatrices ouvertement lesbiennes. C'est sorti en 99, et effectivement, donc moi j'ai vu l'affiche. Esthétiquement, c'est très teenage movie, fin 90, très rose bonbon et tout ça. Voilà. Alors, a priori, ça va un peu, ou pas prendre le contre-pied, et on va voir ce que ça va raconter, mais effectivement, c'est ce que j'en ai vu. Dans tous les cas, je l'avoue, j'ai une petite passion inavouable pour les teenage movies américains, même ceux qui ne critiquent pas des phénomènes de société. Donc, j'ai hâte de voir, et puis je sais que même si c'est pas assez, je passerai quand même un bon moment. Et autre petit truc qui m'a... pour lequel je suis plutôt contente, c'est l'actrice qui a le rôle principal, qui a une sacrée gueule, une sacrée voix, qu'on a notamment vu dans Orange is the New Black. Wow. Ou la série Russian Doll en ce Exactement. moment. J'ai plus son prénom à l'instant, son nom de famille c'est Natasha Lyonnet, je crois. Lyonnet c'est son nom de famille, et je crois que c'est Natasha son prénom. Exactement, donc j'ai un peu hâte de la voir toute jeune. Qui est maintenant une actrice un peu renommée, mais effectivement, oui. Fin des années 90, quand et elle d'ailleurs dans des 20 genres très où elle casse les codes de la féminité, masculinité, souvent d'ailleurs on lui donne dans Orange is the New Black, elle joue donc une lesbienne bien forte de caractère. Féminine mais virile, on va le dire comme ça. Voilà. Ouais, bah, très bien. J'ai hâte, moi ça me fait un peu plaisir d'avoir un autre genre de film que les gens ils viennent souvent avec des grands films, avec des films renommés, alors même s'ils se ressemblent évidemment pas tous, mais ça me fait un peu plaisir justement d'aller creuser l'esthétique un peu teenage movie, qui a un peu un sous-genre, un peu une sous-culture, souvent à raison, parfois à tort, du cinéma et où on est hollywoodien. beaucoup à partager cette passion-là. Cette passion, ouais, bien un sûr. Un peu inavouable. C'est quoi ton rapport au cinéma, c'est peut-être un bien grand mot, mais bon, tu vas quand même... Enfin, tu regardes pas mal de trucs, tu vas pas forcément en salle tous les 2 jours, mais tu consommes pas mal de cinéma, a priori. Il y a un aspect un peu doudou avec le fait de regarder quelque chose. Le film du dimanche après-midi, choses comme ça, ou la soirée film. Non, j'ai un rapport aussi au cinéma, rien que le lieu. Je suis allée beaucoup au cinéma à une époque, merci la carte UGC, et j'aime bien le lieu salle de cinéma, l'ambiance calfeutrée, et je suis assez bonne public dans le sens où je peux regarder des films complètement nuls jusqu'au bout, à partir du moment où je voulais un truc qui me change simplement les idées. Et ben justement, tu t'abordes comment en général les films? Est-ce que il y a des films que tu regardes juste comme ça et puis on verra, et d'autres que t'attends, où tu as une certaine attente en tant que spectateur, quel que soit le contenu du film? J'essaie de pas forcément venir avec des a priori, et puis je suis rarement très catégorique. Je me dis jamais j'ai détesté un film. Parfois je peux me dire bon,
je me suis un peu ennuyée, notamment, en fait, mais ça va changer en fonction de si je le regarde chez moi et où je vais faire autre chose en même temps, ou si je suis dans une salle de cinéma, et puis en fait, j'ai eu envie de regarder ma montre toutes les 5 secondes. Bon, je pense qu'il y a un rapport au temps vachement. Mais non, en fait, j'ai un rapport aux séries et aux films qui est très, alors, bon, peut-être je me prends pour ce que je ne suis pas, qui est très sociologique. En fait, il y a toujours un truc que j'aime voir, c'est quelle société ça dépeint, et je viens de faire des grosses guillemets avec mes doigts, dans le sens, c'est aussi la société qu'a dans sa tête l'auteur, enfin le scénariste, comme il a construit ses comme il a construit ses personnages, est-ce que ça a été cliché ou pas cliché, voilà, et être un peu moi quand je regarde un film, je suis toujours en train de me dire tiens, est-ce que ça c'est un choix qu'il a fait vraiment par lui-même, ou est-ce que finalement il l'avait pas pensé, ça ressort comme ça. J'ai pas la réponse, mais il y a toujours ce truc-là. J'aime bien les liens un peu sociaux et de caractère d'un personnage et entre les personnages et Donc t'as une approche très qui est probablement la plus courante, hein, mais très très narrative, pas forcément au sens de l'intrigue à proprement parler, mais de vraiment qu'est-ce qu'on nous raconte plus que comment on nous le raconte. Peut-être est-ce que tu as un rapport très, il y a des gens qui ont des rapports très esthétiques, très 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 purement visuels. Il y a des films qui peuvent être très beaux. C'est vrai que quand un film est trop contemplatif, j'ai tendance à plus savoir ce qu'on essaie de me dire. Et à avoir du mal à juste me fixer sur l'esthétique, même si je regarde quelque chose qui peut être très beau. C'est vrai que voilà, moi j'aime bien qu'on me raconte une histoire, et ça peut être l'intrigue entière, ou parfois c'est je vais m'attacher à une histoire secondaire. Ouais, là-dessus c'est un peu ça. En même temps j'aime bien, et en même temps je suis toujours hyper matrixée par les films où il y a trop d'interprétations laissées par choix ou non, d'ailleurs par le réalisateur slash les auteurs en général. Voilà. Okay. Très bien. Et bah parfait, je pense qu'on va aller voir ce film et puis on se retrouve juste après. Pendant qu'on regarde le film, je vous rappelle que le principe même de ce podcast induit d'énormes spoilers. Si ça vous embête, il faut s'arrêter là et aller voir le film. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé tout de suite, histoire que vous compreniez mieux notre discussion. Megan, jeune lycéenne parfaite, cheerleader, en couple avec un membre de l'équipe de football, subit un jour sans s'y attendre une intervention. Ses parents, son copain et ses amis s'inquiètent pour elle. Ils pensent qu'elle est lesbienne. Et décident donc de l'envoyer à True Direction, un centre pour la faire revenir sur le droit chemin. Dans ce camp, des jeunes gens, gays et lesbiennes, doivent réapprendre les rôles très vieux jeux de leur genre sous l'autorité de Mary Brown, la directrice. D'abord convaincue de ne pas être homo, d'être normale, selon ses propres termes, Megan concède d'être lesbienne, mais veut changer, et va tenter de suivre studieusement le cursus. Une nuit, elle découvre 2 des garçons en train de s'embrasser et les dénonce à la directrice. L'un est exclu et l'autre sévèrement puni. Cette délation, bien qu'accidentelle, exclut quelque peu Megan du reste du groupe, alors que Graham, qui jusque-là était la plus sévère avec elle, se rapproche de Megan. Aidés par des anciens patients de True Direction, Lloyd et Larry, qui se déclarent ex-gays et tentent de leur montrer qu'une vie est possible en assumant son homosexualité, les jeunes font le mur et vont dans un bar LGBT. Là, commence une romance entre Graham et Megan. La fin du cursus approche quand Megan et Graham sont surprises dans le même lit. Menacées d'être exclues par la directrice, et alors que ses parents lui ont clairement dit qu'elle ne pourrait pas revenir chez eux à moins de devenir hétéro, Megan refuse de faire pénitence et se retrouve à la rue. Alors que Graham a accepté et continue son prétendu chemin vers la guérison. Recueillie par Lloyd et Larry, où elle retrouve Dolph, le jeune gay qu'elle avait fait exclure du centre, Megan se languit de Graham et vit le choix qu'elle a fait comme un abandon. Dolph et Megan s'infiltrent à la remise de diplôme du camp, où Megan propose à Graham de s'enfuir avec elle, mais celle-ci refuse. Alors, Megan sort le tout pour le tout et performe devant tout le monde une chanson en Pom-Pom Girl où elle déclare son amour à Graham. Sous les menaces de la directrice, elle s'enfuit, mais est rattrapée par Graham, qui part avec elle. La séance est levée. Est-ce que t'as passé un bon moment déjà ? Oui, j'ai passé un bon moment. T'as rigolé ? Ouais. Ouais, globalement c'était un peu rigolo. C'était sympa. Bonne durée de film, enfin c'était quoi, c'est une grosseur, ouais, 1h20, 1h20. Ouais, 1h25, un truc comme ça. D'ailleurs, je me corrige tout de suite, c'était Jamie Babbitt et pas Jamie Foster
que j'ai dû faire Jodie Foster dans ma tête, la réalisatrice, mais voilà, comme ça c'est... Aucune culture cinématographique. Et moi, alors toi tu vois qui c'est de nom, mais tu le reconnaissais pas Out of Drag, mais moi quel plaisir de voir RuPaul, juste ce qui me fait trop rire. Et d'ailleurs, moi ce que j'adore aussi quand je regarde des films, et souvent quand je suis chez moi je le fais en même temps, alors que sinon je le fais après, c'est quand je reconnais un acteur, une actrice, machin, je vais regarder dans quoi d'autre je l'ai vu, puisque j'ai pas de mémoire des noms. Et donc par exemple, il y a pas mal d'acteurs que j'avais déjà vus, même Natasha Lyonnet, parce qu'elle est italienne apparemment, et qui à part dans la série Netflix, Russian Doll, ouais. A beaucoup eu de second rôle, toujours assez important, hein, jamais un rôle effacé, mais je l'ai rarement vu dans des trucs qui ont très très bien marché. Enfin, mais non, sinon, mais t'as raison. En vrai, elle perce un peu publiquement que récemment. Est-ce que ça, c'était un film un peu de niche à l'époque où tu vois, pas forcément grosse production, donc pas forcément gros acteurs, ou alors c'était une volonté, donc eux-mêmes n'avaient pas forcément percé, donc par rapport à un budget, tu vois, ils pouvaient se permettre que ce type d'acteur que je qualifie de second rôle, machin, ou est-ce que ça leur a permis peut-être aussi de lancer leur carrière de cette façon. Voilà, moi je me pose toujours toutes ces questions-là quand je regarde des films. Je vois, mais en termes de production, alors les enfants stars, vraiment grandes stars, je parle pas d'enfants acteurs, ça existe de plus en plus, mais c'était quand même moins le cas je crois avant. qu'elle, Natasha Lyonnet, c'est une enfant star. Okay. Elle a commencé très jeune, je crois. Et par rapport à ce que je vois du film, moi, oui, clairement, c'est pas un énorme budget de major hollywoodien. RuPaul, il était pas connu. Alors, c'était déjà la drag queen la plus connue des États-Unis, mais il était pas connu comme il l'est aujourd'hui avec Drag Race. Enfin voilà, je pense que effectivement c'est plus des seconds rôles. Alors qui sont la plupart probablement déjà enfants acteurs. Enfin. D'ailleurs, ce qui est marrant, tout le monde joue bien, donc c'est pas, y a pas de débutant. Enfin, tu vois, c'est pas Eragon où tu vois un mec qui a rien à foutre là, quoi. Non, et d'ailleurs, tu peux te demander de Natasha Lyonnet, qui donc a été une enfant actrice qui a commencé très jeune. Tu peux te demander, parce que là on commence à le voir un petit peu, c'est sa voix grave, un peu granuleuse, qui pourrait ne pas aller avec ce rôle de cheerleader, de populaire, machin, et qui fait qu'après peut-être que ça... elle l'efface un peu quand même. Oui, mais voilà, peut-être que ça a conditionné après les rôles qu'elle a pu avoir dans les dizaines d'années ensuite, qui aujourd'hui peut-être la font aussi revenir au devant de la scène, puisqu'on cherche moins des acteurs lisses, voilà. En tout cas dans les titres. Ou que les codes sont pas les mêmes qu'avant, aussi. Et que ce qui nous paraît lisse, nous, aujourd'hui, des années 90, nous le paraît moins de ce qu'on voit aujourd'hui, puisque c'est les codes auxquels on est habitué. Peut-être. Bon, toujours est-il que revenons au film. Rapidement, on essaye de résumer vite fait l'histoire, histoire que les gens s'y retrouvent. Moi, je m'en fiche de spoiler. Moi aussi. Les gens, ils se débrouillent. Il y a un moment, mettez pause, allez voir le film, me cassez pas la tête. Puis je pense pas que l'histoire... Enfin, je pense pas que dire ce que c'est gâche le film, puisque le but, c'est justement de la satire, d'aller chercher les petits codes, les petits clins d'œil, les petites... Donc, vas-y. T'es relou, toi, en termes de bruit. Je vais te sortir si tu continues. Donc, c'est l'histoire de Megan, qui est une jeune pum-pum girl de parents évangéliques, bien sous tout rapport, qui sort avec on sait pas s'il est capitaine, mais sûrement de l'équipe de football du lycée, qui est très excitée d'aller pum-pum pour les playoffs, et qui subit une intervention de la part de ses parents, son mec et ses meilleurs amis, qui lui disent « Mais tu te rends compte, ma pauvre, tu es une lesbienne, et il va falloir qu'on change ça chez toi, et donc on t'envoie dans ce merveilleux lieu qui s'appelle True Direction, qui est donc une maison, un genre de camp de thérapie de conversion, très step by step, avec un programme... C'est ça, exactement. Et donc, à la fin, il y a une petite remise de diplôme pour bien garantir que tu es revenu dans le droit chemin et que tu es donc hétérosexuel. Magnifique, bravo. Incroyable. Alors déjà, ce qui est drôle, je pense qu'en vrai, c'est cohérent avec la plupart des thérapies de conversion, mais je trouve que celle-là, en vrai, n'est pas tellement basée sur, quelque chose de spirituel. Religieux, je vois ce que tu veux dire. Non, mais au-delà de la religion, quelque chose de, d'intime. C'est vraiment... Moi, je trouve que
de lifestyle. Oui, j'arrive mais pas c'est à ça. le dire, ouais. Mais je trouve que ça, en fait, c'est pas un camp qui essaye de rendre les gens hétéros, c'est un camp qui essaye de rendre les gens au placard, je trouve. C'est-à-dire que le message, non pas du film, hein, mais du camp, c'est vraiment ton rôle dans la société, c'est ça. Alors, d'ailleurs, c'est compliqué parce que Au final, est-ce que c'est plus pas tant revenir hétérosexuel que revenir à des rôles de foyer, tu vois, très, je sais pas, années 60, voilà, la mère qui est une bonne ménagère, qui accueille son mari, qui lui est soumise et qui adore ça, et l'homme qui prend en charge le foyer, mainly, qui fait du sport. Et le travail, ouais, et en même temps, il y a quelque chose de... Alors, je vais faire mon gauchiste tout de suite, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un peu au film. C'est le... Comment dire ? Réapprendre les rôles genrés dans la vie, souvent, c'est... Alors, à tort, hein, mais c'est réapprendre les rôles dans la chaîne de production. Et là, on ne te les donne que en termes moral à l'intérieur de la famille. Tu vois, à part cette vanne sur un moment ton père n'a pas travaillé pendant quelques mois, du coup il a été émasculé et c'est ta mère qui travaillait, à part ça, je trouve qu'il manque un peu de rapport à la chaîne de production, mais c'est mon sale marxisme. Mais donc voilà, donc c'est un camp très très coloré, les filles sont en rose, les garçons sont en bleu, on a des petits draps paillettes, et on apprend soit à couper du bois si on est un garçon qui doit devenir hétérosexuel, puisque c'est bien connu. Les hétérosexuels coupent du bois. Font du sport. Et font du sport. Et réparent des voitures. C'est vrai, ils réparent des voitures, bah oui. Et les filles, globalement, font la vaisselle et le ménage. Et apprennent à s'apprêter, à bien se tenir. Oui, c'est vrai qu'il y a à la bonne façon de plier les jambes, etc., etc. Je sais pas, moi je suis un peu partagé sur ce film, parce que c'était il y a presque 25 ans, j'entends qu'il faut remettre dans son contexte tout ça, mais moi je trouve que c'est quand même un peu trop mignon, même, même leur représentation gay ou LGBT, parce que il y a un personnage, on sait pas trop si c'est un mec trans, une meuf butch, et c'est jamais évoqué, mais il y a aussi visiblement des questions d'identité au-delà d'orientation sexuelle, et de queerness, etc. Mais ça reste quand même très... C'est vrai que le mot queer est là dans une chanson, ouais. Ou un slogan targeting, mais oui, c'est vrai que là on est vraiment sur un truc dichotomique, mâle-femelle, et donc le naturel, voilà, ça doit aller de pair comme ça, et sinon le reste ça ne l'est pas. Mais en même temps, est-ce que à l'époque, aujourd'hui il y a plein de nuances, d'identités qui sont mises sur le devant de la scène, dans le sens dans le langage commun, où on en parle beaucoup plus. À l'époque, ça devait évidemment exister, puisque des chercheurs ou des gens de communauté queer ont réfléchi depuis bien longtemps dessus. Est-ce que c'est un parti pris à l'époque, ou est-ce qu'ils ne se sont juste pas posé de questions et ils l'ont fait du prisme le plus simple, voilà. Après, je sais pas si ça avait pour but de donner une leçon, en fait. Je pense que c'était vraiment un peu un film... bizarrement, ça me fait un peu penser un peu au côté... Alors, American Pie, dans le sens où c'est un peu un humour qui est pas fignolé, quoi. On va vite c'est très dedans. gaguesque. Voilà. C'est moins cru, c'est quand même vachement plus pour jeunes que... Non, évidemment, ça va pas autant dans les blagues sexuelles, etc. Mais il y a ce truc où... un peu genre... tu viens oublier... tu dois passer un bon moment. Donc tu viens pas prendre une leçon sur un truc. Tu vois ce que je veux dire, dans la différence d'un film très... Même avec les mêmes codes, un film qui pourrait être très critique... Ils le sont pas tant, en fait, tu vois. Bah c'est ça, parce que moi ce qui me dérange, c'est pas que ce soit pas sérieux. Parce qu'à la rigueur, je pense que... Et même si... on sait pas s'il y a cette volonté-là, mais même s'il y a une volonté politique derrière, je pense que vaut mieux être d'abord autre chose et d'abord agréable pour tout le monde, pour faire passer un message, parce que sinon tu n'écoutes que ceux qui sont d'accord avec toi. Enfin, tu ne parles qu'à ceux qui sont d'accord avec toi. Donc c'est pas tellement le côté gaguesque, pas très fin, très teenage, qui me dérange, c'est que finalement, ce que ces gags et machin et tout vont faire passer, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Même leurs identités homosexuelles, elles sont quand même très straight, hein.
Oui. C'est-à-dire que c'est quand même très... Comment les hétéros voient les homosexuels, non, clairement. Et oui, tu peux te poser la question si finalement c'est pas plus que critiquer les thérapies de conversion. D'ailleurs, justement, tu disais c'est pas très spirituel ou religieux, alors qu'aujourd'hui, on peut se dire que États-Unis c'est beaucoup les églises ou les courants comme ça qui font ce genre de programme, ça passe souvent par le côté religieux. Ouais, bien sûr. Là, à part dans l'individualité où elle fait un moment son... Je crois que c'était un Je vous laisse salut Marie. Oui, voilà, j'arrive Ou Notre Père, je crois que c'était un Notre Père. Tout en pleine masturbation. Ce qui peut être un bon moment. L'animatrice du camp de conversion, elle arrive pas avec un discours particulièrement empli de religieux, de textes à Dieu, alors que pourtant ça pourrait être très attendu au niveau États-Unis. Là où je voulais en venir, c'est que finalement, est-ce que c'est pas justement, même en allant plus superficiel de ces stéréotypes-là, de se rendre compte, de se montrer à quel point on est ridicule avec Oui, en tant que société straight, hétéro. Je pense que c'est une démonstration par l'absurde, mais comment dire, dans cet absurde-là, moi, il me manque un peu de... Enfin, tu vois, typiquement, le côté atroce de ce que c'est qu'une thérapie de conversion, il est pas hyper montré. C'est quand même... Non. On n'y croit pas, mais c'est un peu l'école. Ah, c'est chiant, ils nous essayent de nous apprendre des trucs bêtes et machin. Oui, comme une colo, t'as pas envie d'y aller, quel que soit le sujet, voilà. en fait. Et en vrai, le seul acte un peu... C'est la petite maison, quoi. atroce, et encore, il est quand même pas hyper traité du tout. Tu vois, il y a même pas une vanne, enfin, il y a même pas un... Il ressort pas complètement. Moi, je m'attendais peut-être, parce que donc, c'était un moment pour un garçon épuni d'avoir bécoté un de ses camarades. Un de ses camarades, exactement. Voilà. Et il est mis dans une sorte de petite maisonnette entre... en vrai, dans un truc de chien. Enfin, c'est-à-dire que c'est oui, une niche dans le jardin, donc c'est horriblement entre la niche violent. et la maison jouée des enfants, voilà. Et il il l'enferme est et... cadenassé. Et elle lui dit pendant une semaine. Et donc, on l'oublie un peu, et puis à un moment, elle finit par le délivrer, et c'est vrai que, je sais pas, ils auraient pu jouer sur, il sort complètement, tu vois, ébouriffé, un peu sale, parce qu'il y a forcément ce côté de genre, comment il fait pipi, comment tu vois, Ouais, voilà. Et il sort toujours à peu près, bon, à peine décoiffé, à peu près lisse et propre. Mais là, je pense après, ça touche peut-être aussi à l'esthétique du film. Peut-être que je me trompe, parce que souvent quand je dis ça, les gens le voient pas toujours. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Wes Anderson, d'un côté, il y a un côté très lisse dans les décors, les couleurs, ce traitement un peu dichotomique, genre rose-bleu, le tailleur rose qui est tout lisse, des coupes je vois ce que tu veux dans les dire. lignes très simplifiées, un peu barbe à papa, un peu... Je vois ce que tu veux dire. Je pense que faut le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette esthétique-là, Wes Anderson l'a suresthétisée, et poétisé, si je peux dire. L'esthétique et les couleurs notamment, et les décors très années 50-60, enfin 50, début 60, ils sont traités comme hyper normaux. Alors que dans les Wes Anderson, ils sont traités comme univers hyper originaux, un peu dépaysants. Souvent, c'est un certain nombre de personnages. Le fait que l'idéal attendu à l'époque est très édulcoré, basé sur de l'apparence hyper simplifiée, de surface, quoi. Enfin, mais tu vois, parce que ça veut dire. Et là, en termes un peu plus techniques, quand Wes Anderson il choisit ces couleurs-là, il essaye d'avoir des images, des lumières très saturées, très colorées. Là, on a les mêmes décors, les mêmes trucs, mais l'image elle-même... Il y a quand même des clairs-obscurs, en fait, à chaque fois, moi j'ai un peu l'impression que ça voulait nous montrer, voilà, un truc genre d'opposition à chaque fois, même dans les clairs-obscurs qui étaient pas du tout nuancés, ils sont ouais, voilà, mais tu vois, il y a ce truc où le but c'est pas d'avoir une belle image, c'est vraiment d'être, voilà, le sombre, le highlight, la caricature, le rose, c'est image de téléfilm, quoi, années 90. Oui. Je dis la caricature, parce que c'est pas tout à fait ça, et notamment parce que même si la lumière est pas belle, mais je pense que c'est très voulu, c'est-à-dire ça ressemble à tous les teenage movies, je trouve qu'en termes de plan, en revanche, c'est un peu sympa. Il y a des petits mouvements de caméra un peu travaillés. Il y a notamment à la fin cette surplongée avec les deux, donc Mike, l'assistant de Marie, la chef de True Direction, et les enfants assis par terre. Donc il les regarde très surplombants, très
paternalisant, non, tu vois pas ce plan. Mais donc, il y a des plans travaillés, il y a des plans signifiants. En revanche, je trouve que c'est pas du tout la même esthétique que dans Wes Anderson, parce que dans Wes Anderson, je te dis, c'est esthétisé, et c'est pour aller sur quelque chose de l'ordre de l'onirique, de l'ordre du rêve, etc. Oui, alors que là, on est sur l'ordre du faux, l'ordre du carton-pâte. C'est Disneyland un peu, mais pas Main Street. C'est de montrer que c'est mal fait, parce que justement, ça ne correspond à aucune réalité normale, dans le sens, on peut pas vivre là-dedans, on peut pas espérer être heureux là-dedans, alors que oui, dans Assassin's c'est de l'ordre du rêve, de tirer le récit un peu, oui, ok. Oui, alors c'est vrai que moi, ça me fait tout de suite penser à ça, parce que je pense qu'en fait, j'ai fait le truc à l'envers, quoi. J'aime bien l'univers de Wes Anderson, et donc quand je vais aller le reconnaître ailleurs, plus ou moins bien fait, même si c'est pas dans toute la même volonté, je l'associe à ça, alors que c'est quelque chose qui comme tu disais, existait avant Wes Anderson. Bah c'est ça, je pense que c'est... En fait, je pense que c'est deux types d'œuvres qui reprennent une esthétique très années 50, d'ailleurs assez fantasmée des années 50, qui était pas forcément autant comme ça. Tu sais, notamment au cinéma, on voit que à chaque époque, on filme, même une ancienne époque, même la même. Tu prends les années 20 ou les années 60, elles ont pas la même gueule dans un film des années 80 que dans un film de 2010. C'est-à-dire qu'en fait, l'esthétique, elle est reconstruite aussi. L'esthétique d'une époque. Mais je pense que les deux prennent cette esthétique très suburbienne, classe moyenne, qui essaye de bien vivre, très droit, qui vont à l'école, qui vont à l'église, qui vont au... Mais donc cette esthétique très classe moyenne, elle existe, et ces deux produits... Je vais lui ouvrir la porte, sinon il va me lever de derrière. Donc tu veux pas regarder le film avec nous, mais par contre... Il aime pas les portes fermées. Tiens, chat. Je sais plus où j'en étais, qu'importe, je crois que je me suis un peu répété sur l'esthétique. Parce que ce sont du Coq-Carlan. J'avais envie de parler de l'animatrice, donc cette femme qui a créé True Direction, ce camp de conversion en 5 étapes. Elle est marrante parce qu'en fait, au fur et à mesure donc, pour un peu dresser le portrait, femme blonde, bien coiffée, un peu à la Brie Van Der Kamp, mais cheap, quoi, un peu ça. Plus kitsch, ouais. Plus kitsch, son tailleur rose, voilà, rose bonbon, le petit collier de perles, le petit serre-tête, bon, voilà, je vous en passe. Qui a son fils qui est un peu l'homme à tout faire, etc. Très vite, pareil, lui, il est donné dans une esthétique... ok, spoiler alert, il est gay, le petit short moulant, petit Marcel... esthétique, on va dire très builder de Village People, quoi. Voilà. Et je trouvais... moi, ce sur quoi je me suis interrogée tout le long du film, je me dis, c'est quoi son histoire à elle, en fait? Comment elle en est venue à faire une thérapie de conversion? Comment elle n'arrive pas bon, en fait, si, elle le voit que son fils, machin, mais comment elle n'arrive pas à l'incorporer complètement dedans? Et puis, en fait, moi, je commence à me dire, il est où le père? Il les a quittés? Elle, ça dit quoi sur elle? Est-ce qu'elle a des... Partie avec un mec. Peut-être. Le scandale. Ouais, je sais pas ce que tu t'en es dit, mais moi c'est genre de questions que je me pose toujours de ces personnages-là. Comment on pourrait justifier qu'ils en soient là, ou quels indices on nous donne, ou parfois c'est jamais trop pensé, mais... Ouais, c'est pas très raconté. Oui, clairement, le père est pas là, et on n'en sait pas plus, donc a-t-il été là à un moment, hein. Clairement, c'est sous-entendu dans le film que son angoisse à elle, c'est que son fils est gay, qu'elle peut pas changer, mais que, visiblement, a-t-elle essayé ou pas avec son fils, machin, visiblement, elle arrive pas à avoir du contrôle là-dessus, donc on va avoir du contrôle sur l'orientation sexuelle des enfants des autres. Ouais, ok. Moi, je le... C'est comme ça que tu l'as vu, ok. Je vois la construction du personnage comme ça, un peu. Ouais. Et d'ailleurs, avec à la première occasion, donc quand Megan et Graham se font choper en train de se bécoter, elle aussi, et que du coup, on les force soit à quitter le camp, soit à faire cette simulation d'acte sexuel bizarre, cette Marie, donc la chef du camp, elle saute sur l'occasion pour avoir une fille pour faire le training sexuel avec son fils. C'est-à-dire qu'elle sait très bien, elle sait qu'il est gay, elle veut qu'il soit hétéro. Et à la première occasion, elle va essayer de le tourner. Ouais, moi j'avais presque vu autrement, en mode genre c'est ses démons à elle, alors lesquels, par rapport, donc effectivement le mari qui n'est pas là, et où tellement dans ces trucs qu'elle en voit pas que son fils soit comme ça.
Et voilà. Et tu vois, par exemple, il y a cette scène où Megan a un coup de téléphone et elle est dans son lit en train de jouer de la guitare et je me dis mais qu'est-ce qu'on nous donne comme information là. Bon bah c'est pas grave, peut-être qu'à un moment il y a eu du sens et on l'a perdu avec le montage. Oui, c'est vrai et qu'il y a ce split screen avec elle joue de la guitare et on sait pas pourquoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et toi tu as rêvé une vie pour cette dame? Ouais, peut-être qu'elle-même dans son personnage Rose Bonbon c'était complètement pour cacher ce qu'elle aurait voulu être, je sais pas. Enfin voilà, c'était une petite digression. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire et que je trouve très cool, c'est que il y a des anciens, j'ai envie de dire élèves, mais c'est pas le bon mot. Ouais, des anciens coachés par ce camp. Qui sont échappés quand sont des ex-gays et qui du coup font du lobbying inverse, mais pas inverse en disant il faut que vous soyez gay, mais en mode vous avez un autre choix. Sous-marin un peu. Ouais, sous-marin, secret, en envoyant des... À un moment t'as une blague sur l'autoroute underground, ouais. Peut-être un peu trop... Il y a un peu de ça, et donc qui essaye de dire à ses enfants, bon, on vous a mis dans ce camp-là, mais il y a peut-être un autre moyen, vous avez le droit de faire autre chose que ce qu'on vous dit. Moi je trouve que c'est les plus basés, un peu, c'est les plus... D'ailleurs, parlons de cette scène... Les plus cool et les plus safe, parce que ils sont jamais dans « il faut que tu sois ça ». Oui. Dans ce qui va me déranger un peu dans la morale du film, quand ça t'a étonné que je dise non. Alors si, ça je m'attendais à ce que tu... Je crois que je sais, mais je voulais d'abord parler de donc, ces ex-gays qui sont, donc dans le film, un couple. Qui les font s'échapper le temps d'une nuit pour les emmener dans le bar gay. Qui les aident à faire le mur, etc. Voilà. Qui sont aussi un refuge, en vrai, pour visiblement des jeunes gays jetés à la rue par leurs parents. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène de dispute de toute fin, quand ils accueillent Megan, qui s'est donc qui s'est fait virer du camp, qui ne peut pas revenir chez ses parents, puisqu'ils lui ont clairement dit, si tu choisis ce chemin-là, tu n'es plus la bienvenue chez nous, et qui se retrouve donc à aller taper à la porte de ce couple d'hommes gays. Voilà. Et puis il y a cette scène du dîner et un des mecs pose trop de questions à Megan, l'autre lui dit arrête, tu vas trop vite, et il y a ce truc. Alors moi je me suis pris un peu comme une critique du couple hétéro, tu sais, ce truc un peu passif-agressif. Ouais, en vrai, alors moi je l'ai pris autrement, c'est-à-dire que c'est un peu les woke avant l'heure. Mais dans le bon sens du terme, avant que les woke, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui essayent tout le temps de pas être oppressifs. Oui. Et du coup, y compris à l'intérieur de leur couple, y compris avec les enfants qu'ils accueillent, et au fond, c'est hyper mignon. En plus, ils règlent leurs conflits assez rapidement, assez facilement. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, justement, et je trouve que c'était un peu l'exemple pour Megan, pour dire, tu vois, en fait, on peut être normal, pas au sens hétérosexuel machin, mais on peut être des individus sains en fait en suivant cette vie-là. Je crois qu'il y avait deux trucs. Même s'il y a un petit côté un peu ridicule de la communication. Je ne me suis pas plaint de la communication de Wall. Je dis simplement ce que je ressens. Partage avec moi ce que tu ressens, etc. Je ne m'énerve pas, je suis dans la verbalisation. Et en même temps, alors peut-être que c'était pas le cas à l'époque, mais ça m'a fait peut-être penser à... Il y avait aussi ce truc où... je sais pas, normaliser aussi le couple homo, dans le sens, les mêmes disputes qu'un couple hétéroparental peut avoir un peu autour de la table, genre, non mais chérie, tu dis n'importe quoi, et machin. Bon, qu'on peut les retrouver aussi, et que, on va dire, dans le type de relation amoureuse de faire foyer, bon, je l'ai un peu vu comme ça. Et en même temps, il y avait aussi l'autre truc, un peu, se moquer de justement ces trucs un peu pleine conscience, respect de l'autre. Je ne voulais pas te vexer, mais quand même... Moi, je trouve que la balle est bien parce que parfois on est chiant et les gens qui sont beaucoup là-dedans sont un peu chiants dans le... Non, je trouve que c'était pas mal. Dans la caricature de la communication non violente et de... Mais donc parlons de la scène où tu as dit donc non à voix haute. Oui, alors scène. parce que du coup, ce qui se passe à la fin du film, Megan avec un de ses camarades, lui aussi exclu du camp. Alors attends, si on peut préciser, donc le moment où Megan et Graham se font choper en train de se bécoter. Les deux sont donc convoqués par la directrice, on va dire. On leur offre le choix de rester et donc à la condition de simuler un sex lifestyle avec Rock, le fils de Marie.
et ou de dire Ou vous avez d'être choisi votre voie la mauvaise et vous partez, vous ne pouvez pas revenir chez vos parents, vous êtes sur la route de la perdition. Et Meghan, contre toute attente, parce qu'au début c'est celle qui veut revenir dans le droit chemin, etc., là où Graham c'est plus la rebelle, décide d'elle de dire je m'en fous, je vais m'enfuir avec Graham, et Graham en fait courbe les chines, par peur accepte le deal. Accepte le deal, veut rester dans la fin de sa... et reste placardisé, et voilà. Et c'est là où mon problème va arriver après. Mais je suis assez d'accord avec toi. Que Meghan le vive comme une trahison, c'est hyper normal, d'autant que jusque-là, Meghan ne connaissait pas ce monde-là, c'est son premier amour lesbien, c'est une découverte pour elle, c'est une libération, pas de souci. Même si, en vrai, depuis très longtemps, Graham, elle a expliqué. Oui, le but, c'est pas... Moi, j'ai fait mon choix, le but, c'est pas de changer, le but, c'est de leur faire croire. Et de pas se faire prendre. Voilà. Donc, Graham fait un choix de placardisation. Oui. Et visiblement en pleine conscience. Et cette scène de fin, donc, où Meghan et son camarade viennent interrompre la graduation du pour camp. Pour les sauver. Pour ramener Graham, du coup, sur le vrai bon chemin. Qui est donc celui de s'assumer, du coming out, de la vie d'exclus, etc. Et je ne juge pas du tout ce chemin, entendons-nous. Non, mais en vrai, j'ai été peu de mal surprise. parce que, en gros, elle y va, elle attrape discrètement Graham, elle lui dit « viens avec moi, je suis là pour te sauver, je t'ai pas vraiment dit je t'aime, mais je te le dis un peu. » Et Graham lui dit « non, je peux pas, en fait. » Et va à sa graduation, visiblement torturée, visiblement contrainte, visiblement n'appréciant pas le moment, mais en faisant un choix. Et Meghan y retourne, alors lui fait son truc de cheerleader parce que Meghan pour elle a toujours aimé cheerleader et au début Graham s'en moquait. Là où t'as dit non, c'est parce qu'elle a dit j'essaye encore une fois. Voilà. Mais oui, j'ai été surprise par ton non parce que sur le moment, moi j'ai été prise dans l'intrigue narrative et d'ailleurs, ça viendra mon ouverture ensuite. En fait, c'est les films parfois on veut cette intrigue narrative contre parfois le vrai respect de l'autre et oui, comment se placer. Et moi je vais même te le dire autrement, c'est-à-dire que là si on veut intellectualiser, théoriser à mort, c'est un problème de la comédie romantique, c'est que l'intrigue classique d'une comédie romantique, c'est que c'est un combat entre deux personnes pour qui vaincra le cœur de l'autre. Mais narrativement, l'adversaire et le héros, pour le dire dans des trucs très schématiques, sont les deux amoureux. Et donc, il y a nécessairement une idée narrative d'affrontement. Et donc, de forcer. Et moi, ça me dérange. Et c'est un peu... Tu vois, il y a quand même un côté très pipou dans ce film-là. C'est, si vous êtes gay, assumez-vous. Ouh, la vie sera belle. Et il y a un moment donné... Et bon, alors je sais que c'est très facile de le dire ça en tant qu'hétéro, pas du tout... C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Oui, dire que oui, bon. Nous sommes donc des cis-het. Ouais. Et que donc... Et qu'on est blanc en plus, putain. Et oui. Et que donc on vient avec toute notre bonne volonté, mais que on peut faire des jugements à l'emporte-pièce de notre sûrement, mais position. je te dis, moi, il y a un truc... Comment dire ? Oh. Mais là-dessus, je suis évidemment d'accord. que je souhaite pas particulièrement aux gens d'être placardisés ou non. En revanche, de leur garder le droit au placard me paraît important. Mais je crois que c'est un truc qui est très, de nouveau, actualisé, notamment avec, donc depuis MeToo, depuis, on va dire, l'émergence dans ce que je vais appeler le domaine public, mais c'est juste, ce en quoi on la peut... sphère publique plus accessible, on va dire. Ouais. Voilà, des thématiques de genre, d'identité, etc. Il y a un peu parfois cette sensation de... pour être bien dans ta vie, pour être cool, parfois même c'est un peu poussé à ça, il faut absolument que tu viennes afficher ton orientation, voilà. Et moi aussi, j'ai notamment avec les réseaux, la mise en scène parfois, voilà, ça peut être poussé, il y a même des gens qui ont été outés d'autres personnes, c'est-à-dire révélés à la place de l'identité de genre et ou de l'orientation sexuelle d'une autre personne, ce qui est quelque chose de très violent. Et voilà, il y a ce truc de mise en nuée, enfin de monter
je perds mes mots, voilà, de dire c'est le paroxysme de ta vie. D'une injonction à l'affirmation d'une identité. Cet acte est génial, il faut que tu le fasses, alors qu'en fait, ça peut être un choix de ne pas révéler à qui que ce soit, ou à certaines personnes, ou ou dans certaines sphères, voilà. Et moi, je trouve que c'est un peu le pendant de les identités gays, LGBT respectables. Tu vois, c'est... Oui, pour être complètement c'est un peu la... gay et lesbienne, c'est et pour être complètement dans le militantisme Non, peut-être que c'est trop... Mais bon, c'est vraiment, on va dire, pour t'accepter complètement, il faut que tu le fasses au prix de ta famille, tes amis, ta sphère professionnelle, pour que tu atteignes ta vraie identité de gay ou lesbienne. Il y a un peu... oui, mais et en même temps, c'est aussi défaire la queerness dedans, de ce que je comprends, de ce que je lis. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les gays respectables, etc., c'est justement ceux qui s'inscrivent complètement dans des modèles hétérosexuels, dans des modèles bourgeois, etc., et qui, justement, pour annuler toute portée révolutionnaire à l'homosexualité, et pourquoi pas, vous faites bien ce que vous voulez si vous avez envie d'être un gay respectable, amusez-vous, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est le pendant de ça, de dire, en fait, à trop vouloir normaliser, et donc à ne faire que l'orientation sexuelle ne soit qu'un détail, ce qu'il est en soi, mais on n'interroge pas, du coup, le modèle hétérosexuel derrière. Je sais pas si tu vois ce que... Et je trouve que c'est un peu le pendant. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, il y a l'injonction à l'affirmation de l'identité, et c'est hyper cool d'affirmer son identité, tu vois, c'est pas le souci. Mais en tout cas, pour en revenir que quelqu'un puisse être au placard, que si quelqu'un a envie de faire quelque chose... Enfin, tu vois, oui, et à un moment, cette meuf-là a fait un choix, pour plein de raisons, visiblement, parce que ses parents sont friqués et hyper homophobes, et parce qu'on parle quand même d'école en Suisse et machin, ses parents sont des gros bourgeois, visiblement. L'accès à l'université qui serait payé ou pas en fonction de... Donc oui, voilà, il y a des pressions, et je veux dire, c'est aussi respectable de parfois choisir, de se dire, peut-être que pour un temps, je vais le faire comme ça, voilà. Là-dessus, en soi, je suis assez d'accord. Maintenant, ma question pour toi... On inverse les rôles, non, je rigole. Vas-y. C'est, donc, comme tu l'as très bien dit, il y a ce truc où ça prend les codes de la rom-com, de cette lutte, oui, non, peut-être, c'est trop dur d'être avec toi, mais l'amour est beau et véritable, bref. Et donc là, il y a ce truc où leur amour est si beau qu'elle peut pas entendre le nom de son amoureuse, qui veut aller jusqu'au bout de... Et surtout, le film te dit, tu as eu raison de contraindre. Et donc ma question, c'est comment toi, t'aurais pu envisager de le faire autrement tu vois, donc elle dit non, machin, et te dire comment on en fait une morale chouette, qu'on va pas se dire genre oh too bad, et puis bon bah chacun rentre chez eux. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une scène où Graham revient complètement après, pas très longtemps après, peut-être dans le bar gay, ou je ne sais pas, lui dire rien ne nous empêche d'être ensemble, j'avais besoin de le faire pour m'assurer un avenir, j'en sais rien, tu vois, bon, il faut toujours une morale un peu... Ouais, alors après c'est compliqué de dire comment on change la fin de ce film en gardant tout le reste. Mais si on ou pas dans ce film, mais dans un autre, dans un autre de ces cas-là, tu vois. Enfin, safe, ou en tout cas moi je trouve plus pertinent, ça aurait pu être cool que le trajet... Enfin, tu vois, on pourrait imaginer un film où, au lieu du trajet de comprendre qu'on est homosexuel, qu'on est lesbienne en l'occurrence, apprendre à être lesbienne, avoir une première expérience lesbienne, alors encore une fois on parle c'est des lycéens, etc. Mais au lieu que le trajet soit de rejeter son lesbianisme à affirmer son lesbianisme, parce que c'est un peu ça qu'elle fait, mais en voulant contraindre quelqu'un qui ne le rejetait pas en son fort intérieur, qui ne le faisait que le cacher. C'est quand même pas du tout le même mouvement, et je trouve que c'est ça qui me dérange, c'est que du coup il y a une confusion entre cacher et rejeter. Mais bon, on peut imaginer, tu vois, par exemple, moi j'adore les fins d'histoires d'amour où, je dis pas que c'est bien dans la vie, mais dans les narrations, moi je trouve ça très chouette, où il y a quelqu'un qui se contraint un peu par amour. Mais pas qui est contraint par l'autre, qui se contraint. C'est-à-dire, typiquement, si cette meuf dit, eh bah ok, en fait je t'aime,
Et si tu veux être straight aux yeux du monde et que je sois juste ton secret, et ben je t'aime, je veux bien être ton secret. Et en même temps, je comprendrais aussi que quelqu'un n'accepte pas. Mais ça peut pas marcher. Non, je veux pas être juste ton secret. Moi, j'ai besoin de vivre une histoire assumée. Mais moi, je trouve toujours très beau les. Alors, du coup, souvent, c'est des fins de relation, pas nécessairement, mais toujours très beau les contritions par amour. Alors, même si je le souhaite pas trop dans la vie, mais tu vois, je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Je vais te faire un parallèle complètement différent, mais tu vois, dans un peu ça, j'arrive pas à trouver une idée de film, mais en même temps, j'ai pas l'impression de le sortir de mon peut-être cul. qui pourrait marcher. Mais tu vois, d'avoir, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il est ou pas, enfin, qu'il est trompé, qui le sait, qui en souffre, mais qui veut tellement sauvegarder son couple, mais là je parle pas en termes social machin, mais je parle sa relation amoureuse, que il est prêt à l'accepter alors qu'il en souffre. Enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est des fins belles. C'est pas souhaitable trop dans la vie, mais c'est des fins belles. Ou pourquoi pas, parce qu'en fait, finalement, c'est respecter l'autre et puis ne pas être dans juste de l'ego et surmonter ça. Là, ça me fait penser à un film Netflix que j'ai vu la semaine dernière, rom-com de Noël puissance 1000, mais où, bon, la fin, très attendue, machin, il va déclarer son amour à la femme qu'il aime, parce qu'ils ont fait un road trip, qu'ils sont amoureux, machin, et puis elle lui dit non, je peux pas, il faut que tu t'en ailles, il y a mon petit ami officiel qui arrive, et il lui dit mais tu t'es pas heureuse avec lui, tu serais heureuse avec moi, machin. Elle lui dit non, je peux pas, c'est comme ça, va-t'en. Et il s'en va, sans faire d'esclandre, machin. Et voilà, et après le reste du film, hein, qui est bientôt la fin, voilà, il est pas en sursouffrance, il est pas en train dans du gros seum, et puis, bah, un laps de temps plus tard, lequel on sait pas, elle revient de son plein gré, parce qu'on peut tous faire des choix que je vais appeler mauvais là, parce que sur le moment on n'a pas le temps de réfléchir, parce que sur le moment on a des pressions, parce que sur le moment c'est très réfléchi. Moi je vais le dire autrement, c'est peut-être le bon choix à ce moment-là, et 6 mois plus tard, c'est plus le bon choix. Et donc bon, ça finit en happy ending, évidemment, c'est une rom-com de Noël. Mais c'est chouette. Netflix, mais voilà, c'était plus ou moins traité, parce que ça veut dire... Et puis donc, elle revient. Alors ce qui aurait pu être même très intéressant, c'est que lui, ils lui disent, bah non, trop tard. Bah ouais. Parce que, voilà, t'as raté ta chance. Mais en même temps, c'est aussi, bah parfois on n'est pas obligé de, tu vois, dans le seum perpétuel et de dire genre, bah non, tu m'as dit non, je te dis non. Voilà, ils peuvent aussi être heureux après, c'est pas de l'instantanéité. C'est vrai que parfois les codes de comédie romantique nous donnent ce truc, il faut forcément que ça soit passionnel, intense tout de suite, et voilà. Et parce que c'est là où c'est plus proche de la réalité finalement. Comment dire, structurellement, ce qui montre qu'un personnage a changé à la fin du film, d'une histoire, c'est qu'il fait un choix qu'il n'aurait pas fait avant. Machin. Et là, en l'occurrence, elle n'aurait jamais osé dire je t'aime et dire je t'aime à une femme en cheerleadant, mais en même temps, elle le fait en étant complètement elle-même, puisqu'elle cheerlead en disant autre chose, ok, que ce qu'elle aurait jamais pu dire avant. Très bien. Sauf que, moi, ça me dérange que ce choix pour montrer qu'elle est changée ignore l'autre. Ouais, ça soit purement égoïste, ouais. Et en même temps, c'est une dernière déclaration un peu passionnelle, parce qu'à un moment, il y a cette scène où elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle s'est jamais aussi sentie bien, à part en faisant du cheerleading, et donc bon, voilà, c'est pour boucler la boucle de cette déclaration finale, mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer une autre fin où elle le fait, elle s'en va, Graham, au lieu de finalement courir derrière la voiture et la rejoindre comme tout bon happy ending, voilà, ça aurait pu s'arrêter là-dedans, et puis avoir un happy ending beaucoup plus tard, par exemple. Et là, tu vois, là, il y a cette micro-scène, alors qui est pas post-générique, qui est juste avant le générique, mais qui fait un peu office de scène post-générique, où finalement, son père, alors qu'ils avaient dit, ses parents à Meghan, qu'il la chasserait si elle était lesbienne, se retrouve à parler dans un genre de alcoolique anonyme, mais de parents of lesbian and gays. Ouais. Et qui dit bonjour, je suis papa de homosexuel, sous les regards éhontés de la maman, mais qui a envie de l'assumer. Tu vois, moi je trouve ça hyper chouette d'avoir, même si évidemment que c'est odieux pour des parents de chasser leur enfant, mais de le traiter comme ça. C'est-à-dire, ils ont été débiles, mais à partir du moment où, même si tout ça est ellipse, et donc on le voit pas, elle a revendiqué une identité, ils ont fait l'effort de comprendre, ils ont fait l'effort d'écouter. Et dans cette scène, il y a tout ce truc de justement de ce processus qui, en fait, c'est pas, les gens sont pas
tout blanc, tout noir, méchant ou pas méchant, il faut se dire que c'est pas parce qu'à un moment ils ont pas été capables d'accepter, même s'il faut pas minimiser ce qui peut La violence que c'est de dire à quelqu'un si t'es gay, sors de chez moi. C'est toujours un moment T, et donc il peut y avoir une prise de conscience ou une réflexion et des petits mouvements petit à petit. Donc, parce que là, par exemple, avec la mère qui est un peu cachée, un peu honteuse, bon voilà, on espère juste qu'elle finira par changer. Voilà, donc je trouve qu'il y a... globalement, c'est rigolo, c'est un teen movie. C'est pas un grand teen movie non plus, c'est-à-dire que je pense que les gags sont pas exceptionnels, c'est pas hyper marrant. Non, mais d'ailleurs, je crois pas que ça c'était à destination de teenage. Je pense que, tu vois, c'est plus, je sais pas, 20, entre la vingtaine et la trentaine, un peu genre, on reprend les codes de ce que t'as connu. T'as peut-être plus avancé sur ta sexualité ou pas, et on te fait des petits clins d'œil, et donc justement t'es pas en train de chercher un truc où tu marches vraiment dedans, tu passes un bon moment, ça te fait un peu réfléchir à Marie. Enfin, je pense que voilà, c'est un peu ils sont peut-être fait kiffer aussi, tu vois, enfin tu sens un peu, je sais pas, y a pas, je sais pas si c'est complètement teenage. Mais donc globalement, ce que je voulais dire, c'est effectivement c'est cool d'avoir quand même des œuvres qui, y compris dans ces genres hyper clichés, arrivent à en faire autre chose, arrivent à faire un peu de parodique, etc., etc. Et notamment, moi, je te dis ce que je trouve hyper intéressant, ils t'apprennent à être placardisé. Tu vois, visiblement, le personnage de Mike, donc joué par RuPaul, qui est l'assistant un peu de Marie, ouais. qui est le coach sportif, qui est clairement gay, et de toute façon prendre RuPaul pour ça, enfin c'est évident, et qui est clairement en crush sur Rock, le fils, et tout machin. Moi j'aime bien sa présentation parce qu'il est au placard, à dire à des gens qu'il faut absolument être straight, avec un t-shirt straight is grec, donc ça c'est triste, mais il a pas l'air non plus de vivre au placard son désir homosexuel comme horrible. Il a pas l'air d'en souffrir, il a l'air d'avoir fait un choix de se cacher et de vivre son truc à côté ou pour qu'on le regarde pas, quoi. Et tu vois, moi c'est vrai que je trouve que c'est une représentation hyper intéressante, parce que même si évidemment on dit pas qu'elle est parfaite, on dit pas que je souhaite aux gens d'être comme ça, notamment parce qu'il est violent. C'est-à-dire qu'à la rigueur, s'il serait juste caché, et cool. Mais de fait, il dit à d'autres gens de se cacher et il leur dit violemment. Donc c'est pas chouette. Mais en même temps, moi, j'aime bien cette contradiction-là. Non, clairement. En tout cas, je trouve que pour... Voilà, on a tous parfois des petites envies de téléfilms, pas trop longs, pas trop prises de tête. Et parfois se laisse tous aller à regarder quelque chose qui est pas très réfléchi en termes d'inclusivité, de sortir des normes, etc. C'est pas un grand film, mais on passe un bon moment. Oui, donc ça le pari se laisse est regarder. réussi, quoi. Il y a vraiment des bien plus mauvaises rom-com teenage, je le concède. Je le concède. Non, mais en vrai, oui, t'as raison. C'est-à-dire que tu passes plutôt un bon moment, les acteurs sont cool, bon, tu sais tout ce qui va arriver avant que ça arrive, mais en même temps, c'est un peu le jeu de ces films-là. Voilà, non, pourquoi pas, en vrai. Ouais. Pourquoi pas. Et merci, Morgane. Merci d'être venue dans le podcast et d'être venue avec But I'm a Cheerleader. Et puis, du coup, chers auditeurs, on se retrouve, vous, dans quelques secondes, moi, dans quelques jours, pour la scène post-générique de cette émission. Et sur ce, à bientôt. À bientôt. Ciao. La scène post-générique. Depuis l'enregistrement de cet épisode, une interrogation me taraude. Je ne peux m'empêcher de me demander si je ne suis pas un peu passé à côté du film. Si j'ai pas raté quelque chose. Est-ce que j'attends trop d'un film queer ? Est-ce que mon confort de cis-hétéro me permet d'attendre quelque chose de plus radical, de plus subversif ? Ou est-ce que, ne connaissant qu'extérieurement, et peut-être pas si bien que ça, les enjeux que vivent les LGBT, j'ai loupé la subversion là où elle était déjà ? J'ai été surpris qu'un film qui parle de thérapie de conversion ne soit pas plus glauque, plus violent. Mais n'est-ce pas un désir voyeuriste, un peu facile, celui qu'on a devant un fait entrer l'accusé ou un American Crime Story ? Une forme de fascination morbide. Parce que finalement, plutôt que de montrer la violence de True Direction, le film montre surtout son inefficacité, son incapacité à réaliser sa mission. Plutôt que de chasser son homosexualité, le camp va la révéler à Megan, va forcer Dolph ou même Graham à plus s'accepter. Le film nous montre que les anciens du camp, Larry, Lloyd ou Mike, sont toujours gays, qu'ils se le cachent ou non. Il nous montre l'impuissance de Marie à convertir son fils. Dire que quoi qu'on en pense moralement,
que l'on trouve ça juste ou scandaleux, ça ne marche pas, est-ce que c'est pas beaucoup plus subversif, beaucoup plus puissant? Et dire l'impuissance d'une chose, c'est pas dire qu'elle est inoffensive. Même si True Direction n'est pas violent physiquement, ou du moins qu'on ne le voit pas tant que ça, ces adolescents sont malmenés, angoissés, par leurs parents et par leur camp. Ils souffrent. Est-ce que le message, s'il y en a un, n'est pas plutôt de dire « vous êtes violent pour rien », ce qui est beaucoup plus grave qu'être violent tout court. Je remercie encore Morgane d'avoir accepté mon invitation, d'avoir joué le jeu, et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant une petite heure. On se retrouve le mois prochain. Salut!